Avez-vous déjà eu envie de tout jeter par la fenêtre? Vos petites pousses vertes, que vous avez choyées pendant des semaines, ressemblent à de misérables filles de coton tout pâles. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Enfin, presque. J'ai pris mes plantes les plus fragiles et je les ai littéralement envoyées balader. Je les ai soumises à un traitement si brutal que n'importe quel jardinier amateur m'aurait traité de fou. Je leur ai fait vivre l'enfer. Et pourtant, vous n'allez jamais croire ce qui s'est passé ensuite. Elles sont revenues à la vie, mais pas seulement. Elles se sont transformées en de véritables beautés, robustes et prêtes à tout affronter. Le résultat m'a réellement choqué. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret de ce sauvetage extrême. Je vais vous prouver que tout ce que vous pensiez savoir sur la douceur et la tendresse au jardin est peut-être faux. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi maltraiter vos plantes est parfois la meilleure preuve d'amour? Dites-moi dans les commentaires si vous parlez à vos plantes, car après cette vidéo, vous allez plutôt avoir envie de crier sur elles. Pour bien comprendre cette transformation miraculeuse, il faut remonter à la source du problème. Pourquoi nos jeunes pousses deviennent-elles si grandes, si fines et si vulnérables? C'est un phénomène que l'on appelle le filage. Dans nos maisons modernes, nous offrons à nos graines un environnement artificiel. Il fait bon, il fait chaud, l'eau coule à flot. C'est un véritable hôtel de luxe pour végétaux. Mais il manque une chose cruciale, la lumière naturelle et les caprices de la météo. Dans la nature, une graine qui germe doit se battre dès la première seconde. Elle affronte le vent glacé, les nuits froides, la sécheresse et le soleil brûlant. C'est cette lutte pour la survie qui forge des tiges épaisses et des racines profondes. En protégeant trop nos bébés verts, nous en faisons des enfants gâtés incapables de se tenir debout tout seuls. C'est là qu'intervient la fameuse méthode du choc. Une approche radicale qui vise à recréer artificiellement les épreuves de la nature sauvage pour réveiller l'instinct de survie de la plante. Alors, comment commencer cette fameuse thérapie de choc? La première étape consiste à briser le mythe de la chaleur constante. On pense souvent qu'une petite pousse a besoin de rester près du radiateur, à 20 degrés ou plus, pour grandir vite et bien. C'est une erreur monumentale. La chaleur excessive combinée à un manque de lumière directe est le cocktail parfait pour créer une tige molle et chétive. J'ai donc pris mes bacs de culture qui étaient bien au chaud dans mon salon et je les ai brutalement déplacés dans une pièce beaucoup plus fraîche. La température est passée à environ 12 degrés pendant la nuit. Laissez-moi vous donner une image claire. C'est comme si vous sortiez de votre lit bien chaud en plein hiver, sans couverture. La plante subit un choc thermique immédiat. Mais au lieu de mourir, elle réagit intelligemment. Elle comprend que l'environnement est devenu hostile. Elle stoppe instantanément sa croissance frénétique vers le haut pour économiser son énergie. Ce simple geste de la refroidir la force à s'épaissir plutôt qu'à s'allonger. Une fois le coup de froid passé, nous passons à la deuxième punition, le sevrage en eau. C'est peut-être la partie la plus difficile pour le cœur d'un jardinier. L'instinct nous pousse à garder la terre toujours humide, presque boueuse, pour que la petite racine ne manque de rien. Oubliez cette idée reçue. Un sol gorgé d'eau étouffe les racines et favorise les maladies. Pour créer des plantes de caractère, j'ai tout simplement arrêté de les arroser. J'ai attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours. J'ai observé la terre devenir sèche en surface, puis en profondeur. J'ai attendu le moment précis où les toutes premières feuilles ont commencé à s'affaisser légèrement, comme si elles étaient tristes. C'est une image frappante. La petite plante baisse la tête, elle demande de l'aide à l'agonie. Mais en réalité, sous la terre, c'est la panique productive. Les racines, assoiffées, se mettent à pousser frénétiquement vers le fond du pot pour chercher la moindre goutte d'humidité. En la privant d'eau, je l'ai forcée à développer un système racinaire immense et puissant. Mais attendez, le calvaire de mes futures beautés ne s'arrête pas là. Nous devons parler du vent. À l'intérieur d'une maison ou d'une serre fermée, l'air est immobile. Les plantes ne connaissent pas la résistance. Dans la nature, le vent secoue les branches, plie les jeunes tiges et les menace de rupture à chaque rafale. Pour reproduire ce stress mécanique, j'ai utilisé une technique redoutable et pourtant si simple. J'ai branché un gros ventilateur de maison et je l'ai braqué directement sur mes bacs. Pendant 1 heure chaque jour, mes petites pousses ont dansé la rumba malgré elles. Imaginez la scène. De fines tiges vertes
qui se balance dans tous les sens, luttant pour ne pas se casser sous cette tempête artificielle. C'est un principe scientifique fascinant. Face à ce mouvement constant, la plante produit des tissus de renforcement. Les cellules de la tige se multiplient et s'épaississent. En quelques jours de ce traitement, la tige, autrefois fine comme un fil de pêche, devient aussi solide qu'un petit tronc d'arbre. C'est ici qu'intervient la fameuse règle des 3 lettres. Vous avez sûrement pensé à un gros mot au début, n'est-ce pas? Eh bien non, il s'agit de l'abréviation universelle des nutriments, l'azote, le phosphore et le potassium. Mais attention, je vais tordre le cou à une légende tenace. Beaucoup pensent qu'il faut gaver une plante malade d'engrais dès le premier jour pour la sauver. C'est faux et archi-faux. Si vous donnez un repas gastronomique à un estomac malade, il rejette tout. J'ai donc attendu que mes plantes soient affamées, stressées par le froid, assoiffées et secouées par le vent. C'est seulement à ce moment de vulnérabilité extrême que je leur ai offert un élixir puissant, un engrais liquide très dilué, riche en ces 3 lettres magiques. L'illustration est belle. La terre sèche a absorbé ce nectar comme une éponge. Les racines, développées par la sécheresse, ont bu chaque goutte avec une efficacité redoutable. Le résultat visible a été fulgurant. En 48 heures, la couleur de la plante est passée d'un vert maladif à un vert sapin intense et profond. Mais je n'allais pas m'arrêter en si bon chemin. Il fallait passer à l'opération chirurgicale, le rempotage traumatique. Quand une pousse a trop filé, il reste une grande partie de la tige nue entre la terre et les premières feuilles. Cette tige est faible et ne sert plus à grand-chose. Beaucoup de gens jettent la plante à ce stade. Moi, j'ai pris un pot plus grand, j'ai sorti ma plante avec sa motte de racines et je l'ai enterrée vivante. Oui, vous m'avez bien entendu. J'ai enfoui toute la longue tige fragile sous la terre, jusqu'au niveau des toutes premières feuilles. Visualisez cela. Une plante de 15 cm réduite soudainement à 3 cm à la surface du pot. Cela semble barbare. Pourtant, pour de nombreuses espèces, en particulier les tomates, c'est un miracle biologique. Toute la partie de la tige qui se retrouve soudainement dans le noir et l'humidité va se transformer. Elle ne va pas pourrir. Elle va fabriquer de nouvelles racines sur toute sa longueur. C'est la résurrection totale. Passons maintenant au choc lumineux. L'une des étapes les plus cruciales. Mes rescapés vivaient, jusque-là près d'une fenêtre, avec une lumière tamisée par les nuages. Ce n'était pas suffisant. Pour les transformer en véritables guerrières, je devais les éblouir. J'ai donc cassé ma tirelire, ou presque, pour installer une lampe de culture à spectre complet, très puissante. Je l'ai placée de manière agressivement proche des feuilles, à quelques centimètres seulement. Le mythe voudrait qu'une lumière trop proche brûle les jeunes feuilles. C'est vrai si on le fait mal, mais avec la bonne technologie, c'est un bain de soleil artificiel sans précédent. Pensez à l'effet d'un bronzage soudain. Les plantes, qui s'étiraient désespérément pour chercher un rayon de soleil, ont soudainement arrêté de monter. Elles avaient toute l'énergie solaire directement sur la tête. La photosynthèse a explosé. Les feuilles ont commencé à s'élargir de manière impressionnante, devenant dures et rugueuses au toucher, prêtes à capter chaque photon disponible. Et que dire de la taille brutale? C'est le moment où même les jardiniers les plus aguerris détournent le regard. J'avais devant moi quelques spécimens qui s'obstinaient à pousser en hauteur malgré le froid et le vent. Ils formaient une seule et unique tige, droite comme un piquet. J'ai pris ma paire de ciseaux fraîchement désinfectés et j'ai tranché. J'ai coupé la tête de ma plante. J'ai décapité le bourgeon principal. Le silence s'est fait dans la pièce. Imaginez couper le sommet parfait de votre plus belle pousse. Cela paraît absurde et destructeur. Pourtant, c'est le secret ultime de la ramification. En supprimant la tête dirigeante, la plante panique encore une fois. Elle envoie immédiatement des hormones de croissance vers les bourgeons dormants situés plus bas sur la tige. En l'espace d'une petite semaine, au lieu d'avoir un grand fil de fer stérile, j'ai vu apparaître 2, puis 3, puis 4 nouvelles branches solides. Ma plante frêle s'était transformée en un petit buisson dense et trapu. Ensuite, il a fallu aborder le monde extérieur. La confrontation avec la vraie vie. On appelle cela l'acclimatation. Mais fidèle à ma méthode, j'y suis allé franchement. Je n'ai pas sorti mes plantes 5 minutes par jour, comme le recommandent les manuels sages.
Dès que les beaux jours ont pointé le bout de leur nez, je les ai mises dehors, au soleil direct, pour toute la matinée. Le mythe tenace dit qu'une plante d'intérieur exposée directement au soleil va brûler instantanément. C'est un risque, certes, mais en les exposant aux rayons puissants du matin, puis en les laissant affronter les rafales de vent extérieur, je les ai forcés à durcir leur épiderme. Visualisez la scène. La petite plante, habituée au confort du salon, se prend le grand air, les rayons ultraviolets intenses et les insectes curieux. Ses feuilles, d'abord un peu choquées, se sont recouvertes d'une fine couche protectrice invisible. Elles se sont blindées pour survivre au monde réel. Mais la vraie magie s'est opérée la nuit. Laissez-moi vous raconter l'épreuve de l'oubli nocturne. C'est peut-être l'acte de négligence le plus volontaire de toute cette histoire. Un soir, alors que le thermomètre affichait un petit 8 degrés prévu pour l'aube, j'ai décidé de laisser mes bacs dehors. J'ai fermé la porte et je suis allé me coucher avec une petite boule au ventre. J'ai ignoré mon instinct de père protecteur. La légende veut qu'en dessous de 10 degrés, tout s'arrête et tout meurt. Le lendemain matin, je suis sorti avec ma tasse de café, m'attendant au pire. L'herbe était couverte d'une fine rosée glaciale. Et pourtant, mes plantes se tenaient là, droites et fières. Le froid nocturne avait agi comme un coup de fouet final sur leur métabolisme. En survivant à cette nuit glaciale, elles m'ont prouvé qu'elles n'étaient plus des bébés fragiles, mais des adultes prêtes à être mises en pleine terre sans aucun risque d'échec. Parlons maintenant de la chimie intime de cette transformation. Il est fascinant de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des cellules végétales après un tel traitement. Ce n'est pas de la magie noire, c'est de la pure science de l'adaptation. Lorsque vous stressez une plante par le froid, la soif ou le vent, elle modifie sa composition chimique. Elle produit des sucres et des protéines spécifiques pour se protéger du gel et de la déshydratation. Ces éléments rendent la sève plus épaisse, presque sirupeuse. Pensez à l'antigel que l'on met dans le moteur d'une voiture en hiver. La plante fait exactement la même chose. C'est ce qui donne aux feuilles cette apparence si charnue et ce vert si sombre. En les maltraitant, j'ai littéralement forcé mes végétaux à fabriquer leur propre armure chimique intérieure. Une plante couvée à l'intérieur n'aura jamais cette concentration de nutriments vitaux dans ses veines. Elle reste remplie d'eau, vulnérable à la moindre attaque. Je tiens tout de même à faire une petite pause pour un avertissement crucial. Ce que je vous raconte ressemble à un parcours du combattant, et c'en est un. Mais il y a une différence majeure entre le stress stimulant et la torture mortelle. La frontière est mince. Le but n'est pas de tuer la plante. L'erreur la plus commune serait d'appliquer tous ces chocs en même temps sur une jeune pousse d'à peine 2 jours. Si vous arrêtez l'eau, que vous mettez la plante au frigo et que vous allumez un ventilateur force 10 en même temps, vous allez juste obtenir du compost prématuré. L'idée est d'y aller par étapes. Une petite soif un jour, un coup de vent le lendemain. Il faut observer minutieusement les réactions de la plante. C'est un dialogue silencieux. L'illustration parfaite, c'est le regard du jardinier qui effleure la terre du bout du doigt chaque matin pour juger de la tension hydrique avant de décider de la punition du jour. Enfin, regardons le tableau d'ensemble. Après 3 semaines de ce régime de terreur bien calculé, le moment de vérité est arrivé. J'ai comparé mes plantes rescapées avec une plante témoin que j'avais volontairement laissée dans le confort douillet du salon, arrosée tous les jours. La différence était à peine croyable. La plante du salon était une grande asperge pâle et vacillante, prête à se casser au moindre contact. Mes plantes maltraitées, elles, ressemblaient à de petits chênes miniatures. Leurs tiges étaient épaisses, couvertes de petits poils robustes. Leurs feuilles arboraient un vert émeraude éclatant, et leurs racines débordaient des trous de drainage, au fond des pots. J'avais pris un bataillon de perdants, et j'en avais fait une armée de gagnants. C'est à ce moment précis que j'ai compris que la nature n'est pas douce, elle est exigeante. Et en imitant cette exigence, on obtient des merveilles absolues. Voilà, vous savez tout. Vous connaissez maintenant le secret pour ressusciter des pousses désespérées et obtenir des plants incroyablement forts. Ce qui est fascinant dans cette expérience, c'est le bouleversement total de nos habitudes. Nous avons pris des végétaux fragiles, nous les avons mis au froid, nous les avons assoiffés, décoiffés par le vent, enterrés profondément et même décapités. Le point culminant de cette histoire, c'est que ces plantes ne se sont pas contentées de survivre.
Elles sont devenues 100 fois plus belles et vigoureuses que si elles avaient grandi dans du coton. Leur floraison future et la récolte qui s'ensuivra seront incomparables. La leçon est simple. N'ayez plus peur de bousculer vos cultures. Le stress, quand il est maîtrisé, est le meilleur allié de votre potager. Si cette histoire de sauvetage extrême vous a surpris ou vous a appris quelque chose de nouveau, montrez-le-moi. Cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous, ça aide énormément la chaîne. Pensez à vous abonner pour découvrir mes prochaines expériences folles au jardin. Et avant de partir, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà sauvé une plante chez vous simplement en l'oubliant dans un coin, sans l'arroser pendant des semaines? Racontez-moi vos miracles accidentels dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.